C'est l'histoire d'un produit très banal qui nous accompagne depuis plus d'un siècle. Une tige de moins de 10 cm qui cache une mine d'or. Ça coûte 1 cent, on gagne $1. Ça représente beaucoup d'argent, des milliards et des milliards de dollars. L'objet de consommation le plus rentable jamais inventé par l'homme. Les principaux fabricants de cigarettes étaient prêts à tout pour protéger leurs profits. C'est un produit fabriqué par les hommes, diffusé par les hommes et qui tue les hommes. Donc c'est vraiment une pandémie industrielle. 1953, une conspiration américaine puis mondiale va réunir les principaux fabricants de cigarettes. Dans le plus grand secret, ils vont mettre en place une stratégie à grande échelle pour dissimuler les dangers mortels du tabac le plus longtemps possible. C'étaient des trafiquants de drogue, exactement comme les gros trafiquants de cocaïne sud-américains. Pour atteindre leur but, les cigarettiers ont démultiplié les mensonges jusqu'à la fin du XXe siècle. Ils ont corrompu des dizaines et des dizaines de scientifiques. Des dizaines de milliards de dollars ont été dépensés pour faire de la cigarette une parfaite matrice de l'addiction. Comment ont-ils réussi à contrôler la science, à s'assurer du silence de l'État, à bâillonner les contre-pouvoirs? Pour le comprendre, nous allons plonger au cœur de la conjuration des dirigeants de l'industrie du tabac. Nous allons reconstituer les mécanismes tentaculaires qui ont assuré le succès du Big Tobacco. Grâce aux experts qui ont parcouru des dizaines de millions de documents d'archives internes enfin révélés. Grâce aux témoignages d'anciens chercheurs des laboratoires secrets des cigarettiers. En septembre 1983, on a commencé à avoir des doutes. Un jour d'avril, j'ai décidé que je ne pouvais plus participer au mensonge. Les conspirateurs n'auraient jamais été démasqués sans le courage des lanceurs d'alerte. Les révélations des lanceurs d'alerte ont déclenché une véritable tempête. Voici la plus vaste manipulation de l'opinion menée par une industrie des années 50 à nos jours. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. Ils sont 7. Les 7 dirigeants des plus puissantes compagnies de tabac américaines. Nous sommes en 1994 et devant une commission sénatoriale, ils jurent que la nicotine n'est pas addictive. C'est le plus grand mensonge jamais formulé par des patrons de l'industrie. Grand par son énormité et par sa durée. Tout a commencé 100 ans plus tôt. Dans les salles de vente aux enchères au début du XXe siècle, on s'arrache les piles de feuilles de tabac séchées. Un empire est en train de naître. C'est une industrie qui est derrière, même si on a une apparence agricole. Ce qui a tout changé, c'est la machine à faire des cigarettes. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, une bonne partie de l'industrie repose sur des monopoles. Il y a le trust du sucre, le trust des chemins de fer et le trust du tabac qui est dirigé par un certain James Duke. James Duke est le père fondateur, le patron de la puissante American Tobacco Company. C'est lui qui, le premier, comprend le potentiel commercial de la cigarette et va chercher à l'exporter dans le monde entier. La légende raconte que James Duke, aux alentours de 1900, ouvre une carte et met le doigt sur la Chine en disant « Voilà notre avenir ». Dès les années 1890, l'American Tobacco Company a commencé à distribuer des films en Chine. On pouvait les voir en présentant un paquet de cigarettes. L'industrie du tabac a besoin de fumeurs. Elle va les chercher partout sur la planète et leur apprendre à fumer. Les femmes représentent un énorme marché potentiel, mais elles ne fument pas, c'est très mal vu en ce début de XXe siècle. Alors, on organise des concours d'élégance, comme ici à Paris en 1933. Les candidates, encore gauches, s'appliquent à fumer avec distinction. Peu à peu, ce geste va devenir iconique.
synonyme de sensualité chez les femmes et de virilité chez les hommes. Je trouve qu'il y a quelque chose de très américain dans la manière dont la cigarette a été conçue. Les publicités en plein essor jouent à cette époque un rôle essentiel. Elles ont toutes le même but, répandre l'habitude de fumer dans toutes les couches de la société. La fumée est présentée comme un produit adoucissant pour la gorge. Fumer aurait des vertus digestives après un bon repas. Surtout, c'est un geste sexy qui de plus fait maigrir. L'élément clé, c'est la culture matérielle de la cigarette. Il fallait avoir des cendriers, il fallait avoir des briquets, des lieux pour les fumeurs. Et l'industrie du tabac a créé cette culture du produit qui permettait de fumer facilement. La banalisation du tabac est en route. Les deux guerres mondiales vont accélérer la cadence grâce aux cigarettes ajoutées dans le pactage des soldats. Les cigarettiers, les grands fabricants de tabac, sont ravis de profiter de cette association entre le patriotisme et la cigarette. Cette omniprésence de la cigarette ne doit rien au hasard. Elle a été organisée pendant des décennies. C'est une merveille pour l'industriel qui vend beaucoup. Ça coûte pas cher. Certains disaient ça coûte 1 cent et ça se vend $1. Pour l'État américain, c'est une poule aux œufs d'or. Une manne fiscale qui, en 1930, rapportait autant que les impôts. Émerveillés, les gouvernements successifs vont donc lui réserver un statut à part. La cigarette est exemptée de toute surveillance sanitaire. On vit dans un monde où le tabac fait figure d'exception. La cigarette est au-dessus de toutes les règles. La cigarette est un succès industriel qui génère des centaines de millions de dollars par an. 3 acteurs profitent de ce marché en pleine expansion. Tout d'abord, les fabricants. Le trust de départ a été dissous et remplacé par plusieurs sociétés. Philip Morris est le dernier né de ceux qu'on appelle parfois les Big Six. Ensuite, les publicitaires. Dès les années 20, les rois américains du marketing et des relations publiques mettent leur talent au service du tabac. Enfin, la classe politique américaine, et notamment les élus du Congrès. L'argent du tabac finance bien des campagnes. Appuyée sur ces 3 piliers, la cigarette semble invincible. Et pourtant, en 1950, une menace apparaît. Une nouvelle maladie a surgi aux États-Unis. Des hommes atteints de cancer du poumon affluent dans les cabinets médicaux. Maurice Tubiana, qui a été un grand cancérologue, nous expliquait que, jeunes étudiants, un jour, on leur a dit « On va vous montrer une chose que vous ne reverrez plus jamais de votre carrière ». C'était un cancer du poumon chez un homme. C'était une rareté absolue. Les premiers fumeurs commencent à développer des maladies respiratoires, cardiaques et des cancers du poumon. La plupart des gens à l'époque ne savent pas que leurs cigarettes sont en train de les tuer. C'est totalement méconnu. Pendant longtemps, chacun se dit, mais comment quelque chose d'aussi banal peut être dangereux? Les chercheurs américains, dans les années 50, essayent de comprendre les causes de cette nouvelle épidémie. Ernst Winder et d'autres scientifiques mènent une expérience très simple. Ils extraient le résidu de goudron de la fumée de cigarette et ils en badigeonnent le dos des souris, ce qui génère des tumeurs. Ces expériences sur des animaux, en particulier celles publiées en 1953, ont un impact majeur. Ces premières études démontrent que la fumée de tabac est cancérigène. Le New York Times publie des articles à 12 reprises en 1953 sur le sujet. Finalement, le magazine Reader's Digest, très populaire aux États-Unis à l'époque, a publié un article intitulé « Le cancer par la cartouche de cigarette ». Ça a provoqué une immense panique sanitaire en Amérique. Quand le lien entre le tabac et la maladie est devenu flagrant, tous les dirigeants de l'industrie se sont inquiétés des répercussions possibles sur leurs ventes. Le 8 décembre 1953, peu de temps après ces publications, il y a une crise boursière.
Les prix du tabac chutent. Et l'industrie du tabac réagit alors de manière spectaculaire. Elle choisit de se battre pour préserver ses profits. La riposte s'organise. Au cœur de Manhattan, les patrons de l'industrie du tabac se donnent rendez-vous ici, au Plaza Hotel, le 15 décembre 1953. Ils décident de se défendre de manière très habile. On peut quasiment retracer la réunion heure par heure. Paul Hahn, le président d'American Tobacco, a pris l'initiative de cette rencontre entre concurrents. La réunion des dirigeants de Reynolds Tobacco Company, Lorillard, Benson & Hedges, Brown & Williamson et Philip Morris est illégale. Elle doit donc rester secrète. Pour sortir de l'impasse, les 6 conjurés sont conseillés par un cabinet de relations publiques. Le patron de l'agence Hill & Knowlton a lui aussi été convié. C'était la plus grosse agence de relations publiques du monde. Hill & Knowlton, avec l'aide des juristes de Shook, Hardy & Bacon, ont cherché comment mettre au point la fraude. Les industriels se mettent d'accord sur un communiqué. Il sera publié simultanément par 448 journaux américains. Du jamais vu, facturé 244 000 $. John Hill leur a soufflé l'idée de cette lettre ouverte baptisée « Franche déclaration aux fumeurs de cigarettes ». Ils s'engagent légalement et contractuellement auprès des Américains à trouver la vérité, puis à la faire connaître publiquement. En fait, ce n'est pas une franche déclaration, c'est une déclaration à la con. Ils en étaient conscients et ils savaient très bien qu'ils ne reconnaissaient pas la plus petite part de vérité en la publiant. Ils décident de parler d'une seule voix, à travers un nouvel organisme, le Comité de recherche de l'industrie du tabac, qui est censé chercher la vérité. Finalement, ils s'engagent à consacrer des centaines de millions de dollars pour produire des études prétendant qu'elles allaient apporter la preuve que la cigarette ne pouvait pas être mauvaise pour la santé. Nous avons toujours coopéré et coopérerons toujours étroitement avec ceux dont le rôle est de protéger la santé publique. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une industrie aussi importante faisait corps pour s'assurer que personne ne découvre la vérité sur ses produits. Les rouages de la conspiration sont en place. La première cible, ce sont les médecins. Ils sont inondés d'études, de courriers pour les convaincre que le lien n'est pas établi entre la flambée de cancer et l'habitude de fumer des cigarettes. Cette célèbre publicité des années 50 souligne d'ailleurs avec malice que la plupart des médecins fument à l'époque. Le message est clair. Si votre médecin fume, vous pouvez y aller sans crainte. La conspiration consiste en une campagne pour rassurer, pour rétablir la confiance. Ils s'allient aux chercheurs, aux universitaires, au milieu de la santé, et ils leur disent « Nous allons travailler ensemble, il faut approfondir les recherches, pas de conclusions hâtives. » Les industriels ont joué la carte de la bonne foi. Et cette honnêteté de façade va durer pendant près de 50 ans. Tout le monde va se laisser abuser. Les stratagèmes de l'industrie du tabac étaient pourtant écrits noir sur blanc dans une forêt de documents internes. Une centaine de millions de pages, rédigées par les majors du tabac. Toutes les manipulations du savoir, les opérations de corruption y figurent. Ces archives sont ultra secrètes, car elles contiennent une bombe, la vérité. Voici pour commencer un démenti éclatant du principal argument utilisé pour défendre le tabac. La cigarette n'est pas la cause des cancers. Des chercheurs du cigarettier Liggett et Myers écrivait dans une note confidentielle en 1961 « Il y a dans la fumée des substances actives biologiquement. Celles-ci sont causes de cancer, promotrices de cancer. » Les industriels du tabac mentaient donc lorsqu'ils affirmaient manquer de preuves pour établir ce lien.
En interne, leurs propres chercheurs en étaient persuadés. Depuis quand les cigarettiers connaissaient-ils la vérité? Robert Proctor a découvert la réponse dans les archives internes, dans une étude confidentielle commandée par les fabricants du papier qui entourent les cigarettes. Ces expériences secrètes comparaient la fumée produite par du papier seul à celle produite par du tabac, pour déterminer laquelle de ces fumées causait le cancer chez les souris qui y étaient exposées. Les résultats apparaissent dans la colonne de droite. La fumée du tabac, roulée dans les différents papiers à cigarettes, donne dans tous les cas un résultat positif, c'est-à-dire cancérigène. Mais si on enlève le tabac pour n'étudier que la fumée du papier à cigarette, le résultat est bénin. Le papier seul n'est pas cancérigène. Le papier est mis hors de cause. C'est un moment charnière, parce que c'est là qu'ils se rendent compte. Mince, ça ne vient pas du papier. C'est le tabac inhalé qui cause des maladies. Ces résultats ont été communiqués dès 1953 aux fabricants de papier à cigarette. Veuillez trouver ci-joint les résultats d'analyse menés par le laboratoire d'Egusta Paper Company. La plus haute confidentialité est requise pour ces informations. Les cigarettiers connaissaient des dizaines d'années avant le grand public, et même avant les autorités de santé et la communauté scientifique, l'impact de leurs produits sur la santé. Quand les patrons de l'industrie du tabac se sont réunis en décembre de la même année, ils auraient donc pu choisir de dire la vérité. Mais ils ont préféré la cacher. C'était d'un cynisme total d'avoir agi de la sorte. Ils ont prouvé de toute évidence qu'ils se moquaient complètement de la santé de la population. Je pense que c'était le reflet de leur orgueil démesuré. Ils n'ont pas imaginé qu'ils pouvaient se faire prendre. Au cœur de Manhattan, dans l'Empire State Building, le TIRC, l'organisme de recherche de l'industrie du tabac, a pu dissimuler ses méfaits pendant des décennies. Entretenir l'ignorance, c'était la stratégie orchestrée par le cabinet de relations publiques Hill & Knowlton, logé juste un étage au-dessus. La voici parfaitement résumée dans ce document interne de 1971. Pendant près de 20 ans, cette industrie a eu recours à une stratégie unique, brillamment conçue et appliquée tout au long de ces années. Elle a consisté à garder le contrôle en créant le doute. Le doute est un allié précieux, qu'on nourrit à coups de centaines de fausses études. Ils trouvent des scientifiques d'accord pour prendre leur parti, des scientifiques cupides, des mercenaires, prêts à nier tout lien entre le tabac et le cancer du poumon. Les recherches financées par le TIRC et par les nombreux acteurs de la conspiration ne sont pas indépendantes. Si l'un de ces scientifiques, et ils étaient des centaines payés par le TIRC, si l'un d'eux découvrait que la cigarette était nocive, on lui coupait les vivres. Ces mercenaires peuvent même se montrer serviles. Voici l'un d'eux, le docteur Robert Wolfe, un médecin américain interrogé par un journaliste français en 1965. Tous mes malades m'ont demandé si c'était dangereux de fumer. Quoique non-fumeurs de presque toujours, je leur ai dit que c'était beaucoup moins dangereux que ne prétendaient les autorités de santé américaines, et ils ont été très heureux de reprendre leurs vieilles habitudes. Ces propos étaient téléguidés. Le docteur Wolfe est le directeur d'un institut de recherche en maladies cardiovasculaires. Dans ce courrier, écrit peu après l'interview, il réclame un complément de financement à l'American Tobacco Company. Il précise même le montant, 25 000 $. Quasiment toutes les universités ont reçu de l'argent de Philip Morris ou de Reynolds. Les écoles de médecine, les facs d'histoire. Quand moi je suis arrivé à Stanford, il y avait 2 chercheurs qui travaillaient secrètement pour l'industrie du tabac, dans ma propre faculté. Les mensonges fonctionnent parfaitement. La consommation de cigarettes est multipliée par 2 entre 1945 et 1960. Des millions de fumeurs vont en mourir, les gouvernements ferment les yeux. Enfin, en 1962 en Angleterre, les pouvoirs publics se réveillent.
Le Collège des médecins anglais fait un rapport et montre la dangerosité du tabac et la nécessité de prendre des mesures. Le Collège royal de médecine anglais fait autorité. Ces médecins établissent qu'il y a suffisamment d'éléments pour lier le tabac et les cancers du poumon. L'Angleterre lance la première campagne d'information publique et encourage les fumeurs à s'arrêter. 2 ans plus tard, c'est le tour des États-Unis. Le Surgeon Général, le monsieur Santé du gouvernement américain, tient une conférence de presse qui fait sensation. Le tabagisme est la cause principale des 41 000 décès annuels dus au cancer du poumon dans notre pays. Le secrétaire d'État parle sous pression. L'industrie du tabac a cherché à prendre le contrôle de la commission d'experts réunie pour aboutir à cette conclusion. Les experts ont travaillé dans le plus grand secret. Ils ont tout fait pour qu'aucune information ne soit divulguée, par peur de subir l'ingérence de l'industrie. L'industrie du tabac n'a pas pu empêcher cette première mise en garde officielle, relayée par toute la presse. Mais elle va agir quelques mois plus tard, en faisant pression sur les élus du Congrès américain pour qu'ils ne prennent aucune mesure concrète. Au début, les Américains arrêtent de fumer, puis le taux de fumeurs remonte. À la fin de l'année 1964, les ventes de cigarettes atteignent de nouveaux records. Une occasion a donc été manquée. L'industrie du tabac utilise ce nouveau répit pour inonder l'écran de publicités qui vantent le bonheur de fumer des cigarettes. N'oublions pas que l'industrie du tabac, entre les années 1940 et 2000, a dépensé 250 milliards de dollars en faveur de la cigarette. L'industrie dépensait plus en une journée à promouvoir la cigarette que les autorités de santé publique en une année à établir la vérité. Mais en 1967, les premiers groupes anti-tabac exigent à leur tour l'accès au petit écran. La télévision diffuse alors ces sketchs qui mettent en scène un patron de l'industrie du tabac, caractériel et cynique, prêt à tout pour améliorer ses ventes. Un patron qui lui-même n'est pas assez fou pour fumer. Ces spots sont si efficaces que les fabricants de tabac acceptent en 1970 que leurs pubs soient retirées des antennes. Parce que selon la règle d'équité, quand des publicités pour le tabac sont diffusées, des publicités anti-tabac doivent l'être aussi. Chassée des écrans publicitaires, la cigarette est encore omniprésente. Les fabricants en distribuent gratuitement dans les avions, à proximité des écoles et même dans les hôpitaux. Comme une pieuvre qui étendrait ses tentacules à coups de centaines de millions de dollars, l'industrie du tabac s'est acheté une influence considérable sur l'ensemble de la société américaine. Jusqu'au sommet de l'État. Lyndon Johnson, un ancien président américain, avait dans son entourage proche des membres du lobby du tabac. Johnson était ami avec le président du Tobacco Institute, un certain Earl Clement. Donc les liens entre la Maison-Blanche et les bureaux enfumés des lobbyistes étaient très étroits. Quelque part, Johnson ne voulait pas s'aliéner ses amis, ni le soutien politique que ses amitiés lui procuraient dans les États du Sud. Pourtant, dans l'opinion publique, un bouleversement se prépare. Les premiers groupes de défense des non-fumeurs apparaissent à College Park dans le Maryland en 1971, quand une jeune mère de famille, une ménagère, comme elle le dit elle-même, décide de supprimer les cendriers. Ces non-fumeurs découvrent qu'eux aussi peuvent avoir un poids politique. Plusieurs villes américaines prennent des arrêtés d'interdiction de fumer dans certains espaces publics. Les cigarettiers se rendent compte qu'ils ont un problème. Certains fumeurs arrêtent de fumer. Mais les industriels comprennent aussi que la science est une alliée. Alors ils construisent de gigantesques laboratoires secrets qui emploient des centaines de personnes à mettre au point des subterfuges.
Jeffrey Wigand a été recruté pour diriger ces nouvelles recherches. C'était à la fin des années 80, il était le numéro 2 de Brown & Williamson. J'ai appris et compris comment on fabriquait les cigarettes, pourquoi on y mettait certains composants, et ce qu'on appelle la conception de cigarette. Ces données-là ne devaient surtout pas être divulguées. En toute discrétion, les géants américains du tabac préparent une contre-attaque. Des légions de chimistes sont embauchés. Quand j'ai été engagé, la compagnie Reynolds venait d'inventer une cigarette baptisée « Première ». Cette cigarette était composée d'extraits de tabac qui étaient en quelque sorte chauffés. Elle était présentée comme plus sûre. Dès lors, tous les fabricants de tabac ont cherché à créer leur cigarette plus sûre. Mais ils ne pouvaient pas dire qu'elles étaient plus sûres. Ça aurait signifié que les cigarettes ordinaires étaient dangereuses. Ils étaient pris à leur propre piège. Les industriels ont dissimulé ces recherches internes. Pour décrypter ces nouveaux mensonges, il faut se plonger dans le contenu de ces cylindres blancs. C'est simple en apparence. Du tabac séché et haché emprisonné dans de fines feuilles de papier. C'est à partir de là que le procédé devient hautement technologique. La combustion du tabac est un processus complexe qui dégage 4000 composants, le plus célèbre étant la nicotine. Ce qui est dangereux, c'est la fumée. Normalement, quand on fait brûler du bois dans la cheminée, on met une cheminée. Là, on se met le nez dans le foyer de la cheminée. Je vous rappelle qu'une bouffée d'une cigarette, c'est 1 milliard de particules, mais ça équivaut à autant de pollution en particules fines que de rester une journée dans Paris pollué. Le filtre est mis en avant comme un moyen de neutraliser certaines particules. Des centaines de filtres différents sont inventés. Ils vont faire au début des vrais filtres. Mais finalement, le fumeur va tirer, il ne va plus rien avoir. Un filtre qui filtre vraiment, le fumeur n'a plus ce qu'il recherche. Et donc, ces cigarettes sont des échecs. Un filtre oblige à fumer plus pour compenser. Les gens inhalaient la fumée plus profondément, ils tiraient plus de bouffées. Ils gardaient la fumée plus longtemps en eux. Et ça a généré de nouveaux cancers du poumon, plus profonds et souvent inopérables. Ils ont même fait des filtres en amiante. C'est quand même une curiosité quand on regarde ça aujourd'hui. Les scientifiques de cette marque savaient pourtant que les particules d'amiante déclenchaient des cancers et des mésothéliomes. Les filtres ne filtrent pas. C'est comme une ceinture de sécurité qui serait faite avec des spaghettis. C'est une illusion. Et l'industrie du tabac en était consciente depuis le début. C'est écrit noir sur blanc dans une étude de marché réalisée par Philip Morris en 1966. L'illusion de la filtration est aussi importante que le fait même de filtrer. Les filtres, quel que soit leur mode de fabrication, sont une tromperie. Pour cacher leur inefficacité, l'industrie a déployé une autre ruse. Des micro-trous percés au milieu du filtre, quasi invisibles. Des petits trous faits à la base du filtre vont permettre à l'air de rentrer. Vous ne les voyez pas, ces petits trous, ils sont trop petits. Vont permettre à l'air de rentrer et à diluer le flux de fumée qui vient de l'extrémité de la cigarette qui est en train de se consumer. Les tests en laboratoire sont réalisés grâce à ces pompes qui aspirent l'air mécaniquement, puis l'analyse. Les micro-trous font entrer plus d'air, ce qui fausse les résultats. La fumée est très diluée. La machine indique un taux de nicotine et de goudron inférieur à ce que le fumeur inhale en réalité. L'industrie a ainsi pu afficher des taux réduits sur ses paquets et commercialiser des cigarettes dites légères. Mais le fumeur n'est pas une machine. Parce qu'il met les doigts à la base du filtre et sans qu'il sache très bien pourquoi, au moment où il a besoin de beaucoup de nicotine, il va écraser la base du filtre. Il obstrue avec les lèvres ou les doigts les trous de ventilation et il reçoit une dose plus forte de goudron et de nicotine. Pendant des décennies, l'industrie du tabac a été autorisée à afficher des taux de goudron et de nicotine qui étaient faux. Nous avons été trompés. J'ai dit que la cigarette légère était moins dangereuse, ce qui était une erreur.
J'ignorais totalement le subterfuge. Pour moi, c'est un des aspects les plus diaboliques. Cette catégorie de cigarettes a tué au moins 10 millions de personnes qui auraient pu être épargnées. Louisville, dans le Kentucky, décembre 1988. C'est ici que le combat contre Big Tobacco va changer de dimension. Jeffrey Wigand, fraîchement nommé directeur de la recherche chez Brown & Williamson, multiplie les accrochages avec son patron. C'était tout sauf un scientifique. C'était un commercial. J'avais des difficultés à communiquer avec lui, parce qu'on ne parlait pas la même langue. Il me reprochait toujours d'employer des mots compliqués. Jeffrey Wigand est au courant de tous les programmes secrets. Il fait alors une découverte choquante. L'idée était d'utiliser certains additifs et certains produits chimiques pour rendre les cigarettes savoureuses. Pourquoi vouloir leur donner bon goût? On m'a répondu, parce que ça attirera les gamins. J'ai appris à ce moment-là que chaque jour, 3000 enfants fumaient leur première cigarette. Un chiffre qui fait gonfler les statistiques. Thomas Sandhofer lui demande de travailler sur une formule plus douce pour que les jeunes se mettent à fumer plus facilement. Quand on met le grappin sur un jeune, c'est à vie. Voilà ce qu'il a dit. Ça m'a immensément contrarié, parce que désormais, je participais à la fraude. Je faisais partie du mensonge. Ils savent tous que si on n'arrive pas à vendre aux teenagers, c'est fichu. Donc ils ont travaillé, ils ont mis des cigarettes à la vanille, des cigarettes au sucre, des trucs avec des capsules dedans pour faire exploser dans la bouche, pour amuser, pour que les premières cigarettes soient quelque chose d'acceptable. Ce nouveau mensonge est repris par la presse. Mais les industriels nient en bloc. On ne démarche pas les plus jeunes. Et pourtant, c'est exactement ce qu'ont fait toutes les grandes marques de cigarettes. En 1988, Camel redonne un coup de jeune au dromadaire qu'il incarne. 75 millions de dollars sont dépensés pour attirer l'attention des enfants et des adolescents avec ce personnage attachant. Voilà pourquoi l'âge de la première cigarette est passé de 21 à 18 ans, puis 16, puis 15. Aujourd'hui, l'âge moyen aux États-Unis, c'est 12 ans. Les archives contiennent la preuve de ce énième mensonge. À un des vendeurs en formation qui dit « mais on doit vraiment aller près des écoles ?» Le formateur répond « les enfants, ils ont une bouche, donc on les veut. » Après les femmes, c'est donc au tour des jeunes. Big Tobacco continue de dérouler ses tentacules. Actions caritatives, lobbying, subventions, les mêmes stratégies sont utilisées pour attirer de nouveaux publics qui viendront grossir les rangs des fumeurs. Ce sont de puissants cabinets d'avocats qui mènent ces opérations. En interne, on les appelle les God Kings, les dieux régnants. J'ai découvert un document, il y a seulement quelques années, qui parlait du couronnement d'un nouveau dieu régnant. Le dieu régnant étant le président de ce comité de juristes, qui allait d'Arthur Stevens à Steve Parish, du juriste numéro 1 de Laurel Hillard à celui de Philip Morris. Juillet 1977, un lieu tenu ultra secret dans le sud de l'Angleterre. L'industrie du tabac tente d'étendre ses méthodes et sa stratégie en Europe. Les cigarettiers se rendent compte que si l'un d'eux tombe, ils tomberont tous. Ils veulent s'assurer qu'aucun d'eux ne révélera la vérité. L'ambiance est tendue. L'entreprise Reynolds représente les intérêts américains. Les fabricants anglais ne sont pas d'accord. Mais au bout de 2 jours de négociations, les Européens acceptent de participer à cette campagne de désinformation. L'objectif était d'étendre la campagne au plan international. Aucun fabricant de cigarettes ne rompra le pacte de la conspiration. C'est stupéfiant. Un élément nouveau va affaiblir la toute-puissance de l'industrie du tabac. Au début des années 80, des scientifiques prouvent que les non-fumeurs exposés à la fumée de cigarettes courent eux aussi un risque mortel. L'industrie se rend compte qu'elle est face à une énorme menace.
qui est nouvelle, parce que les gens commencent à comprendre que la fumée des autres les tue, qu'il ne s'agit plus seulement de suicide, mais d'homicide. Pour la première fois, l'industrie du tabac risque d'apparaître pour ce qu'elle est, une industrie de mort. Ses dirigeants vont à partir de ce moment précis revoir toute leur campagne de publicité. Ils ont commencé par gommer la fumée de cigarette comme pour dire « rien ne sort d'une cigarette ». Puis ils ont retiré la cigarette tout entière. Aujourd'hui, on ne voit quasiment jamais de cigarette dans les publicités. Les cigarettiers s'appuient aussi sur le symbole de la liberté. Fumer devient un choix libre qu'il faut défendre face aux attaques des non-fumeurs. Les porte-paroles subliminaux de ce message seront les acteurs américains les plus célèbres, les plus admirés. Voici les dessous financiers de cette bataille. Un contrat signé entre Sylvester Stallone et une marque de cigarettes prévoit qu'il apparaisse en train de fumer dans 5 films. En échange, Stallone exige $500 000. Ils ont payé les plus grandes stars, Sean Connery, Paul Newman, Sylvester Stallone, et des dizaines d'autres ont été payés pour fumer devant la caméra. Mais les fumeurs, célèbres ou pas, finissent par tomber malades. Et toutes ces victimes traînent les fabricants devant les tribunaux. La bataille judiciaire est décisive, car les juges forcent les cigarettiers à dévoiler leurs archives internes pour établir la vérité. Ils sont condamnés à rendre publics les documents qui contiennent la preuve de leurs mensonges. L'étreinte de la pieuvre commence à se desserrer. Ils voulaient que leurs archives restent dans l'ombre, et je suis sûr qu'ils étaient horrifiés. C'est pour cette raison qu'ils ont toujours fait le maximum pour que leurs documents ne voient jamais le jour. Le coup de grâce va venir de l'intérieur. Victor de Noble était un jeune chercheur engagé par Philip Morris en 1980 pour trouver une molécule de remplacement à la nicotine qui ne soit pas dangereuse pour le cœur. Voilà une entreprise qui vient dire aux jeunes chercheurs que je suis, on fait du mal aux gens, on voudrait ne plus en faire. Et j'ai toujours pensé que les gens devaient arrêter de fumer et j'ai trouvé la proposition intéressante. Tout s'est passé à merveille les 2 premières années. Son programme est ultra secret. Voici les rares photos prises à l'époque. Victor de Noble et son collègue décident de commencer par étudier l'effet de la nicotine sur des rats. On faisait de la recherche 14 heures par jour. On ne pouvait pas rêver mieux. On pouvait demander tout ce qu'on voulait et on nous l'accordait. Les rats ont un libre accès à la nicotine et ils s'en auto-administrent de plus en plus. On a été les tout premiers à démontrer que les rats devenaient dépendants. Je me souviens d'un article que j'avais écrit intitulé « La nicotine est une drogue ». Un des juristes de la société avait barré le mot « drogue » et l'avait remplacé par « composé chimique ». Ça revenait au même, mais il ne voulait pas associer les mots « nicotine » et « drogue ». Victor de Noble fait ensuite une découverte majeure. Il trouve une molécule qui pourrait remplacer la nicotine. On était comme des gosses. On pensait que tout allait bien se passer. Et puis un jour, la direction me convoque et on me dit « C'est une décision commerciale. On arrête vos recherches. Vous êtes licencié. » On ne l'avait pas du tout vu venir. Ça a été une grosse surprise. Victor et son équipe ont mis en danger leur employeur avec leur découverte. Leurs travaux sont détruits, ils n'ont plus le droit d'en parler. Il y a 40 ans, on pensait que seule la nicotine était à l'origine de problèmes cardiaques. Mais aujourd'hui, on sait que la fumée de cigarette contient plusieurs dizaines de molécules dangereuses pour le cœur. Donc même si notre molécule avait remplacé la nicotine, ça n'aurait pas marché. C'est devant les sénateurs que tout va se dénouer en 1994. Les élus ont convoqué les dirigeants des 7 principales compagnies de tabac pour leur poser une question. Victor de Noble et Jeffrey Wigand suivent la transmission télévisée en direct. Dans la salle, il y a les ex-dirigeants William Campbell et Thomas Sanderford. Ma femme et moi étions devant la télé pour voir ça.
J'étais très curieux de savoir ce qu'ils allaient dire. Vont-ils s'accrocher à leurs mensonges comme ils le font depuis 40 ans? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnson. I believe that nicotine is not addictive. Pour rien au monde, ils n'auraient dit la vérité. Cela aurait signifié que leurs déclarations passées étaient toutes mensongères. Ils savaient, sans se l'avouer en ces termes, qu'ils étaient des trafiquants de drogue, exactement comme les gros trafiquants de cocaïne sud-américains. Ils se faisaient tellement d'argent qu'ils ne voulaient rien lâcher. Je me souviens avoir pensé, comment pouvez-vous vous regarder dans le miroir? Les sénateurs vont-ils les croire? Jusqu'à ce jour d'avril 1994, la classe politique américaine n'a jamais cherché à enquêter sur les méfaits du tabac. Je crois que la plupart d'entre eux, si ce n'est tous, connaissaient la vérité. Mais pour les uns, elle était gênante, et pour les autres, elle était moins importante que de lever des fonds pour financer leur campagne, et donc de conserver le soutien des cigarettiers. Les dirigeants de cette commission sénatoriale veulent la vérité. Ils connaissent Victor Denoble et voudraient le faire témoigner, mais l'ancien chercheur de Philip Morris est lié par un accord de confidentialité. Si on divulguait la moindre information, ils pouvaient nous faire taire, mais aussi nous poursuivre en justice. Mr. Campbell, will you release Dr. Denoble from his confidentiality agreement so that he can appear voluntarily before this subcommittee? Il a prononcé mon nom à la télé. J'ai cru que mon cœur allait lâcher. Il a dit, il pourrait témoigner devant nous, mais vous l'avez réduit au silence. I don't know of the confidentiality agreement, so I'd have to have an investigation, but then I will answer. Will you release Dr. Denoble from any contractual arrangements? Ce ping-pong m'a semblé durer une éternité, probablement entre 40 et 45 secondes. Can I check with my counsel at this time? Et là, le président de Philip Morris a regardé son avocat et a dit, qu'est-ce que je fais? All right. You will do it, sure. Thank you. J'entends ça, et là, on va pouvoir le dire au monde entier, pas seulement à un collègue. On va parler sur une chaîne de télé nationale. On va passer sur la chaîne parlementaire et dire à tout le monde ce qu'on a fait pendant 4 ans. And raise your right hand. That the testimony you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Pour la première fois, un témoignage interne à l'industrie du tabac va être rendu public. We found that nicotine functioned as an intravenously delivered reinforcer in rats. Our results demonstrated for the first time that nicotine shared common characteristics with other drugs that are delivered intravenously. Le patron de Philip Morris a donc menti aux sénateurs. La nicotine est addictive et il le savait. D'autres pratiques secrètes sont alors dévoilées. On a appris pendant cette audition que les industriels avaient intégré dans un modèle de cigarette une capsule d'aluminium contenant des soi-disant cristaux parfumés qui étaient saturés de nicotine. Près de 70% de la nicotine de cette cigarette avait été ajoutée artificiellement. Plusieurs lanceurs d'alerte se décident à parler. Jeffrey Wigand est l'un d'entre eux. Il a été licencié, il est lui aussi tenu au secret par son ancien employeur. Un jour d'avril, j'ai décidé que je ne pouvais plus participer au mensonge. Et puis, l'occasion s'est présentée d'informer le public sur les pratiques internes de l'industrie du tabac. Jeffrey Wigand va commencer par collaborer anonymement avec les agents de la FDA, la Food and Drug Administration, chargée de surveiller la non-dangerosité des produits. J'étais parmi les seuls à être au courant de ce que faisaient les juristes, les dirigeants, les commerciaux, ce que personne, même au sein des laboratoires de recherche, ne savait. J'ai donc aidé les enquêteurs jusqu'à ce qu'ils rédigent leur rapport. En fait, ça a consisté à les informer sur les cigarettes sans nicotine, sur le ciblage des jeunes, sur différents aspects de la conception des cigarettes. Quand son employeur découvre qu'il est devenu un lanceur d'alerte, sa vie devient un enfer. J'ai reçu des menaces de mort. Je savais que j'étais suivi. J'avais des gardes du corps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils inspectaient ma voiture le matin, surveillaient mon courrier. Je ne pouvais pas aller aux toilettes sans protection.
Il a payé professionnellement, personnellement, familialement. Il a témoigné et il a été d'un courage exemplaire. Et donc, ce style de personne qu'on appelle maintenant lanceur d'alerte a été extrêmement important. Ces révélations secouent l'Amérique. Le président Clinton charge sa ministre de la Justice d'ouvrir une enquête pour parjure, fraude et conspiration. La complaisance au sommet de l'État n'est plus de mise. Des maxi-procès se profilent. Si la responsabilité pénale des fabricants est établie, il pourrait conduire à des amendes records et des peines d'emprisonnement. Le résultat, c'est qu'en 1998, les procureurs généraux de 46 États et les principaux fabricants de tabac vont passer un accord. L'industrie a accepté pour 46 États américains de payer 202 milliards de dollars sur 24 ans. Et donc, c'est une transaction financière. En échange, toutes les procédures lancées par l'État américain sont abandonnées. La clause de confidentialité de Jeffrey Wigand est levée. Mais pour les lanceurs d'alerte, c'est un mauvais accord. Les cigarettiers ont gardé le droit de vendre du tabac. S'ils avaient perdu ne serait-ce qu'un seul de ces maxi-procès, ils auraient fait faillite et ne vendraient plus de cigarettes aujourd'hui. En matière de santé publique, ce n'était pas un bon accord. Que les fabricants de tabac les signaient aussi facilement, qu'ils aient été ravis de ces termes, laisse penser que c'était un très mauvais accord. Pire encore, les fabricants de tabac ont tiré profit de cette transaction à l'amiable. Le Master Settlement Agreement de 1998 se résume plus ou moins à une taxe de 40 cents sur chaque paquet de cigarettes. Comme les fabricants ont augmenté le prix du paquet de 45 cents, ils en sont sortis gagnants. Et ils ne doivent verser les milliards de dollars aux États qu'à condition que leur compte soit bénéficiaire. C'est presque un programme de garantie de profit. C'est tout bénef pour les industriels. L'accord passé avec l'État américain a donc laissé les coups des franches à l'industrie du tabac. Il prévoyait pourtant le démantèlement des organismes du mensonge, l'interdiction du parrainage sportif, des publicités dans la presse jeunesse. Mais dans les faits, ces mesures sont contournées en permanence. Pour l'industrie du tabac, la seule priorité reste les profits. De même, l'État américain a échoué à encadrer le produit. Des textes existent, mais ils ne sont pas appliqués. Les autorités sanitaires semblent impuissantes quand il s'agit de cigarettes. On a des normes de sécurité sanitaire plus strictes pour la nourriture pour chiens que pour les cigarettes. Certains composants autorisés dans les cigarettes ne le seraient jamais dans la nourriture pour chiens. Rien n'arrête ces gens. La nicotine ne coûte pas cher et génère de très gros profits. Tant qu'ils pourront mettre leurs produits sur le marché, ils resteront dans le business. Voici l'une des rares interviews où un représentant de Philip Morris accepte de reconnaître que fumer tue. Une seule personne est-elle déjà morte d'une maladie causée en partie par la cigarette? Il y a de bonnes chances que ce soit arrivé. Oui, c'est possible. Et 1000 personnes? C'est possible. 100 000 personnes? C'est possible. Ce sera tout. Merci. Après 50 ans de mensonges, la vérité a donc fini par surgir. Mais les responsables de cette activité meurtrière n'ont pas exprimé le moindre regret. Tous ces cadres dirigeants sont partis en touchant leur retraite. Joseph Cullman, le numéro 1 de Philip Morris pendant des décennies, a lui aussi pris sa retraite et en 2000, il a publié son autobiographie qui s'intitule « I'm a Lucky Guy ». Je suis un homme chanceux. Ils auraient dû être condamnés à de lourdes amendes et probablement aussi à de la prison. Parce que non seulement ils ont enfreint des lois, mais ils ont aussi pris des décisions qui ont entraîné la mort de millions de gens, l'addiction d'enfants et le décès de parents. Des décisions qui ont détruit d'innombrables vies. La consommation de cigarettes a diminué de 67% aux États-Unis depuis 1965.
Elle est en baisse dans tous les pays qui ont développé cette habitude au XXe siècle. Mais au fond, la pieuvre n'a fait que se déplacer. En Asie, en Afrique, les fabricants de cigarettes appliquent les recettes qui les ont enrichis. Publicités agressives, ciblage des jeunes, financement des partis politiques. La stratégie du mensonge n'a été contrée qu'en Europe et aux États-Unis. De nos jours, elle sévit encore, partout où les pouvoirs publics se laissent corrompre. L'industrie a besoin de conquérir de nouveaux pays qui ont des barrières réglementaires peu élevées, des populations peu éduquées et un marché libre. Dans leur discours, les dirigeants de l'industrie du tabac anticipent la fin de la cigarette. Mais presque tous ont choisi d'investir dans la cigarette électronique. Sa publicité est libre aux États-Unis. Toutes les tactiques de vente désormais interdites pour les paquets de tabac sont à nouveau utilisées. Le seul objectif de l'industrie, c'est de distribuer cette nicotine addictive et de trouver un format pour la distribuer. Une addiction, c'est un comportement compulsif, on ne peut plus se contrôler. C'est la substance chimique qui nous contrôle. L'humanité n'a pas fini de payer les conséquences sanitaires de cette drogue légale qu'est la cigarette. Les projections statistiques prévoient que si la médecine ne fait pas de progrès, 1 milliard de fumeurs risquent d'être tués par leur addiction au XXIe siècle.